Bonjour, je suis Joris Nessensas, coach pour hommes, et voici mon index ABC. Découvrons le profil et l'accompagnement de Joris installé sur les canapés et plus que confortablement installé. Bonjour Joris. Bonjour. C'est vrai? Moi, je suis bien là. C'est la position, alors je sais pas si c'est la position la plus idéale ou la plus confortable, mais pour vous, oui, visiblement. En tout cas, moi, j'y passe beaucoup de temps. Ouais. J'imagine. Ah ouais. J'imagine. Je travaille beaucoup en tailleur sur une toute petite table et je suis parfait comme ça. Alors si vous êtes bien comme ça, c'est parfait, mettez-vous à l'aise. Je voudrais qu'on monte vos chaussures. Ah oui. Voilà. Alors, c'est les fameuses chaussures qui sont en même temps c'est des chaussettes chaussures, quoi. Quand même un peu plus que des chaussettes. Hein. C'est très confortable, mais ça reste quand même des chaussures. Ouais. Ça, Minimaliste. Minimaliste, Ouais. Exactement. Et ça, vous portez ça depuis combien de temps? Oh, ça fait quelques années. L'hiver, pas trop, parce que j'ai froid aux pieds. Ouais. Mais bien pendant 6 mois de l'année, je les porte et ça fait du bien en fait. Déjà, rien qu'à un niveau ostéopathique, Ouais. le pied, il a de la liberté de mouvement et ça a un impact incroyable sur toute la colonne vertébrale. Alors ça, ouais. Mais par contre, je trouve ça tellement inconfortable. Alors, c'est peut-être cette version avec les doigts de pied qui sont séparés. Exactement. Il y en a d'autres qui se font minimalistes, pareil, avec des semelles très fines qui n'ont pas les doigts de pied séparés, Ok. à essayer. Mais en tout cas, il y a une action sur le corps, clairement. Clairement, oui. Et dans le milieu des coureurs, alors il y a une phase d'adaptation qui est très longue. Hein, quand ceux qui courent, moi je cours pas assez pour faire ça, mais toutes les douleurs, type douleurs au genou, disparaissent en fait quand on apprend à recourir avec ce genre de chaussures. Alors, on n'est pas là pour parler de running, hein, Non. mais bien que ça peut peut-être faire partie de votre accompagnement. Non, vous faites pas ça? Non, Des balades, des marches, alors choses de la comme marche ça. consciente, De la marche consciente, voilà, oui, bien sûr. du mouvement, ça c'est sûr. On va parler de ce que vous préconisez aujourd'hui. Je voudrais qu'on commence avec une phrase. Dans la préparation de cette émission, vous dites ceci: si vous vous sentez, et tout le monde se sent concerné par ça, si vous vous sentez submergé par le quotidien, figé face aux émotions, coupé de votre élan créatif, en manque d'espace pour ralentir, pour respirer, pour se ressourcer, pour pratiquer une activité, quelle qu'elle soit, ou revenir à vous, il est là, il peut vous aider. Bienvenue. C'est ça? C'est ça. Et alors, il y a dans votre titre, et vous êtes présenté de cette manière-là, en disant « coach pour hommes », que pour hommes. Pas seulement pour hommes, mais de plus en plus, je me spécialise pour les hommes et je vois qu'il y en a grandement besoin. Mais je m'adresse aussi aux femmes, aux enfants, aux bébés, aux couples. C'est pas quelque chose que j'ai encore développé, mais d'une manière ou d'une autre, j'y participe. Alors, c'est le principe même des cercles de parole, ce C'est-à-dire que vous faites? Les cercles de parole, les cercles d'hommes? Alors, j'agis de plusieurs façons. Il y a les cercles d'hommes, il y a les retraites entre hommes, les espaces entre hommes, et il y a aussi les espaces en individuel où j'accompagne à travers soit le coaching, des techniques plus basées trauma, et puis la somatopathie, qui est une branche de l'ostéopathie. Et on va voir ça dans le détail, évidemment. Parlons un petit peu de vous, qu'on fasse connaissance quand même. D'où vous venez? Vous êtes dans quelle région? Je suis en Rhône-Alpes, en Ardèche. Très bien. Et il fait bon vivre là-bas. On est bien, ouais. Hein, vous êtes pas mal. Qu'est-ce qui vous emmène qu'est-ce qui vous conduit, qui vous pousse à être l'homme et le coach que vous êtes aujourd'hui? Un chemin de vie, en fait, de transformation déjà personnelle, où j'ai traversé des choses assez difficiles et j'ai vu à quel point c'est une joie, en fait, de pouvoir revenir dans le corps, d'être bien dans le corps et de kiffer la vie, comme on dit. Donc, c'est ce chemin personnel qui m'a mis à me fasciner pour le corps humain, pour la psychologie humaine, pour tout l'aspect traumatique, tout ce qui se passe au niveau du système nerveux. Et j'adore accompagner, j'adore prendre soin des autres et leur faire partager déjà mon vécu, comment moi j'ai fait pour traverser ça et les accompagner eux dans leur chemin. Est-ce qu'on peut parler, alors même si j'imagine que c'est très intime, mais peut-être parler de ce qui vous a à un moment donné percuté dans la vie? Quelles ont été les phases difficiles? Ah bon, avec joie, c'est fait pour être partagé. Ce qui a été très très dur pour moi dans ma vie, ça a été une période de ce qu'on appelle de dissociation, un trauma assez fort qui a pris sa base. J'avais 16 ans, une mauvaise expérience, une petite fumette quand on est jeune, un petit pétard, et puis j'ai voulu faire comme les autres.
J'étais déjà trop différent. Et pour m'adapter aux autres, j'ai dit, bon, je vais faire comme les autres, je vais essayer. Et j'ai eu trop peur. Ça a été une goutte d'eau, un endroit où déjà il y avait beaucoup d'insécurité. Une fragilité. Ouais, moi, de sensibilité, insécurité. Et là, mon système nerveux s'est déconnecté. Il s'est dit, si je veux survivre, il faut que je me déconnecte le plus possible. Et donc, je suis rentré dans un état de dissociation assez forte que l'on appelle de la déréalisation ou de la dépersonnalisation, qui est assez peu vulgarisé. Très peu de gens connaissent ces mots ou les entendent. Exact. Donc, la déréalisation, je me suis dit... Voilà. Et pour donner un peu de... C'est très dur à expliquer parce qu'à cette époque-là, quand j'ai essayé de l'expliquer à mes proches, à mes parents... Et vous avez 16 ans, quoi. J'ai 16 ans, donc mon vocabulaire est limité encore. Je l'expliquerai toujours de la même façon. C'est comme si tout d'un coup un voile se met entre soi et la réalité. On a l'impression d'être déconnecté, des fois même d'être plus dans ce corps, comme si quelqu'un d'autre vivait notre vie. On est en observateur. On est un observateur et la vision peut vraiment beaucoup se rétrécir aussi. Et c'est des formes de dissociation assez fortes. C'est un mécanisme en fait tout à fait normal que le cerveau, en tout cas notre système nerveux, met en place pour se protéger. Et en temps normal, une fois que le danger est parti, les effets s'estompent. Sauf que moi, ça a duré 20 ans. Ça a duré 20 ans. Juste dû à le cannabis. Ça a été le point de départ. Le switch, ouais. Le switch. Mais le terrain, c'était déjà une grande insécurité, un grand stress qui était tout le temps là, une hypervigilance qui était déjà bien présente. Et donc, sur ces 20 ans, pendant presque 10 ans, j'ai dit, faut faire avec. Moi, à l'époque, il n'y avait aucune information sur ce type de symptômes. Et je me suis dit, je me suis créé des neurones, je fais avec, j'ai fait ma vie, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai même été charpentier pendant 10 ans, j'ai monté ma boîte. Et un jour, je suis tombé nez à nez avec un article qui décrit exactement les symptômes que j'avais. Alors, ça a été une révélation pour moi, parce que déjà, j'ai pu mettre un mot dessus. Et j'ai vu qu'on pouvait s'en sortir, en fait. Que c'était quelque chose qui n'était pas définitif. Donc, ça veut dire que c'est quoi parce que vous dites symptômes, ça veut donc dire que c'est une pathologie? Alors, je ne sais pas en termes de... Parce que ça parle, c'est dans le domaine de la psychiatrie, si c'est comment dire, défini comme une maladie ou une pathologie. Mais en tout cas, moi, de mon point de vue maintenant, avec mon expertise dans le trauma, c'est clairement une dissociation profonde. Il y a un danger, je suis pas capable de me réguler, de me fuir ou combattre. Surtout que là, en fait, ça arrive très souvent en plus avec des drogues, parce que fuir, c'est pas possible, et combattre, c'est pas possible. Donc, quand c'est trop fort et qu'on sort de notre fenêtre de tolérance, on se fige, on se dissocie. Et sauf qu'une fois que les effets de la drogue sont atténués, ou du cannabis pour mon cas. De la drogue, hein. Oui. Les effets... vous dites les effets de la drogue ou du cannabis, non. Oui, les effets de la drogue. Le cannabis, c'est une drogue. Le cannabis, c'est une drogue. C'est resté, dans mon cas, c'est resté. Ça, c'est resté, ouais. Et j'en ai pris extrêmement peur, en fait. C'est terrifiant. C'est terrifiant comme état. Et toutes les personnes qui vivent ça disent que c'est terrifiant. Elles restent cloîtrées chez elles, elles n'osent plus sortir. Et moi, j'ai vraiment dû me connecter à une flamme intérieure qui m'a dit, tiens bon, quoi. La vie, elle a besoin d'être vécue et j'ai fait avec. En tout cas, aujourd'hui, c'est étudié. On connaît ce principe-là. On le connaît de mieux en mieux. De mieux en mieux. De mieux en mieux, mais il y a énormément de psychologues et de psychiatres qui connaissent pas encore, en fait, qui sont perdus face à ça. Et pour moi, qui manque énormément de connaissances autour du trauma et du système nerveux et les bases clés. Qu'un travail mental ne suffit pas, qu'un travail chimique ne marche pas, mais qu'il y a besoin de faire le corps, le mental, les émotions, et de travailler à tous ces endroits-là. Qu'est-ce qui vous sauve? Ce travail intérieur, cette recherche intérieure, c'est ça? Qu'est-ce qui m'a sauvé? C'est déjà le fait d'avoir pu poser des mots dessus, découvrir.
Je suis allé vers le yoga. J'ai découvert le yoga, donc j'ai énormément pratiqué le yoga, un yoga qui s'appelle le Kriya Yoga de Babaji. Ça m'a permis de réguler le système nerveux, revenir dans le corps. Et à un moment, j'ai amené beaucoup de présence, vraiment énormément de présence. Et en ramenant cette présence, mon corps s'est dit, chouette, il sent en sécurité. Et on va pouvoir faire sortir les vieux dossiers. Mais donc, en même temps qu'il y avait beaucoup de présence, il y a tout ce voile qui commençait à s'estomper. C'était waouh, c'était assez extraordinaire pour moi. Et en même temps, plein de sensations qui remontaient dans le corps qui étaient très très fortes pour moi. Et c'est comme soulever le couvercle d'une cocotte minute. Oui, le capot de la voiture. Qui est en pleine ébullition. Oui, bien sûr. Et là, j'ai explosé de nouveau. Parce que à cette époque-là, j'étais d'accord, j'avais mis des mots dessus, j'avais pas mal pratiqué du yoga depuis déjà quelques années, mais j'y connaissais rien en trauma, j'y connaissais pas, je savais pas que c'était normal en fait, c'est ce genre de remontée, on va dire, post-traumatique. Et donc là, j'ai rechuté, je suis retombé plus bas que, que tout. Et là, j'ai été merveilleusement bien accompagné. J'ai découvert le système nerveux. J'ai découvert plein de types d'accompagnement qui prennent vraiment en compte cette notion de trauma et l'importance du corps. Tout le travail de Peter Levine, de Stéphane Porges sur le trauma ont été un véritable cadeau. Et donc après, c'est les couches d'un oignon qu'on enlève petit à petit avec des pratiques et ramener de la conscience. Et c'est là où j'ai découvert que le trauma est un merveilleux chemin de conscience. C'est-à-dire que on est obligé de revenir dans le corps. On est obligé de revenir dans le moment présent et observer dans notre quotidien toutes les petites choses là qui viennent nous titiller, qui viennent nous faire réagir, capter dans quel état se trouve notre système nerveux. Ouais, il y a 3 états principaux. Il y a le système régulé qui est le nerf vague ventral, il y a le système un peu hyperactif qui est le sympathique, et puis après il y a l'hypoactif qui est le parasympathique. Et donc c'est vraiment ramener de la finesse et essayer de voir, ok, comment ça se manifeste dans mon corps, tous ces états du système nerveux, et comment je peux agir dessus. Et je l'observe de plus en plus à quel point ce chemin de guérison des traumas est en même temps un chemin d'éveil, quoi. Ce qui est assez incroyable et presque paradoxal, c'est d'entendre effectivement ce que vous dites quand vous dites que le trauma est un merveilleux chemin de conscience. Oui. C'est assez fou, hein, et c'est paradoxal en même temps. Ouais, c'est merveilleux. Ouais. C'est merveilleux et c'est... aujourd'hui, je peux dire merci. Aujourd'hui, je remercie tout ce que j'ai pu vivre dans mon enfance avec cet événement, toutes les choses qui ont été difficiles, parce que sans ça, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Quand vous parlez de la déréalisation, vous arrivez quand même à faire une école d'ingénieur. Ouais, mais ça m'a coûté une énergie folle. J'avais énormément de facilité, déjà. Donc, à cet endroit-là, j'ai été un peu aidé. Et cette flamme, une flamme intérieure, un truc qui m'a fait tenir, qui m'a dit, faut y aller, quoi. Mais en même temps, j'ai fait cette école d'ingénieur. Et en même temps, pendant toutes ces 5 années d'études, je me disais, mais je me sens pas à ma place. Qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je fous là, ouais. Il y a un truc qui va pas. Et c'est là que vous décidez de bifurquer en faisant ce CAP de charpentier? De charpentier, ouais. Alors j'avais un grand appel à être... C'est quand même le grand écart. Ouais. Hein. Pas tant que ça, au final. Pas tant que ça. Ça reste beaucoup dans la structure aussi, la charpente. C'est vrai. Et pendant cette année de CAP de charpente, j'ai pas mal bossé le trait de charpente. Donc il y a un art, géométrique où on dessine et où on rabat des vues de charpente dans tous les sens pour déterminer des coupes entre certains bois qui arrivent dans des directions complètement opposées. Et je me suis régalé. Je me suis en même temps régalé parce que j'étais dans le corps, j'étais dans la matière et j'avais besoin, en fait. C'est là où inconsciemment, j'ai pris conscience que j'avais besoin de revenir dans le corps, de faire quelque chose où j'utilise mes mains, où j'utilise mon corps. Mais en même temps, j'adore l'aspect cérébral. Donc, évidemment, depuis 2015, vous pratiquez ce fameux yoga dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est ça, oui, le Kriya Yoga. Ouais, le Kriya Yoga. Comment
comment vous avez reçu cet enseignement-là? Comment je l'ai reçu? Alors déjà, j'en suis venu à ce yoga-là en lisant le livre de l'autobiographie d'un yogi, de Paramahansa Yogananda, où il partageait qu'il faisait du Kriya Yoga. Alors c'est très drôle, dans ce livre qui est très très grand, je crois qu'il n'y a que 2 moments où il parle de Kriya Yoga. Et je me suis dit, il faut que je fasse ce yoga. Il faut que je fasse ce yoga, et j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé, c'est pas sa lignée, c'est une autre lignée, qui enseignait ce yoga, Kriya Yoga, et qui disait en plus l'art scientifique de la réalisation du soi. Donc c'est vraiment, en plus moi qui étais scientifique. Il y a le mot scientifique dedans, donc pas mal. C'est complet. Ça me parlait parce qu'il y avait quelque chose de très incarné en fait dans cette spiritualité. Et la notion de spiritualité, justement, elle avait sa place dans votre vie? Avant ça? Pas de façon consciente. Oui, j'avais la sensation qu'il y avait quelque chose de plus grand que nous, que moi, qu'il y avait des choses auxquelles j'avais pas accès. Mais j'ai été éduqué dans une famille très cartésienne, athée, et voilà, ça a attendu 2015. Et vous dites, ouais, effectivement, sans m'en rendre compte, j'ai soulevé le couvert de la cocotte minute. Je ne voulais pas me donner la mort, mais je voulais mourir à une certaine époque. Oui. Ça a été tellement... je ne sais plus exactement, mais peut-être pendant 3 semaines, j'ai pas dormi. Pendant 3 semaines, j'ai pas dormi. Mon système nerveux était à plat. Des angoisses, de l'anxiété qui remontaient, des choses que j'ai jamais vues. De l'angoisse, j'avais jamais vécu d'angoisse jusqu'à ce moment-là. Et là, c'est toutes les nuits, ça remontait. Alors, je voudrais qu'on ouvre juste une parenthèse qu'on va refermer très vite, mais l'histoire du cannabis, par exemple, c'est un grand débat. Il y a beaucoup de gens qui veulent qu'on légalise, il y a d'autres personnes qui veulent effectivement que ça ne se fasse pas. Votre expérience a été douloureuse, dangereuse, elle aurait pu mal finir. Est-ce que du coup, vous dites que c'est une pratique dangereuse, la consommation de ça? Clairement, oui. Ouais. Clairement. On n'a pas tous la même sensibilité. Moi, je me sentais pas appelé et j'ai voulu faire comme les autres, en fait. Après, tout est une question de sécurité. Peut-être dans des cadres très sécurisés, ça peut être ritualisé, ça peut être fait dans ce genre d'espace. Maintenant, moi, personnellement, je suis dégoûté par ne serait-ce que l'odeur. L'odeur, bah oui, j'imagine. J'imagine très bien. Alors, évidemment, il y a cet aspect de somato. Là, c'est l'étude du corps, pour le coup, et vous aviez besoin de travailler sur cette dimension-là pour préparer votre accompagnement futur. Donc, je découvre le yoga. Et en découvrant le yoga, j'ai fait aussi un teacher training pour devenir enseignant de yoga. Et pendant ce teacher training, j'ai rencontré un ostéopathe incroyable qui m'a donné envie d'aller vers l'ostéopathie. Malheureusement, en France, l'ostéopathie, c'est 5 ans d'études qui coûtent assez cher sur 5 ans et qui demandent un temps plein. J'avais ni le temps ni les moyens pour faire ça. Et j'ai découvert la somatopathie. La somatopathie, qui est une branche de l'ostéopathie, qui est aussi basée en fait sur les fondements de l'ostéopathie et sur l'ostéopathie Poyet, qui est une ostéopathie douce, non manipulative. Et donc je me suis lancé dans cette école-là. Et en plus d'être basé sur cette ostéopathie Poyet, il y a tout l'aspect émotionnel. Donc on travaille en même temps sur le corps physique, on a une activité d'ostéopathe, sauf qu'il n'y a pas de cracking, il n'y a pas de thrust vertébral. Et en même temps, dans tous nos fascias, dans tous nos tissus conjonctifs, il y a des mémoires qui se cristallisent, il y a des mémoires traumatiques, il y a du transgénérationnel, ça a été prouvé par la science à travers l'ADN. Ça vient se cristalliser dans nos tissus. Et à travers la somatopathie, on travaille en même temps sur le corps physique et émotionnel. Quand décidez-vous alors de construire votre expertise autour des cercles de parole d'hommes Ça rentre en ligne de compte quand? Ça, c'est arrivé un peu plus récemment. Donc, j'ai développé cette activité de somatopathie. Et en même temps, avec un ami, on a commencé à créer un festival qui s'appelle le Festival au cœur de l'homme, pour lequel il y a déjà eu 2 éditions. Et j'avais déjà expérimenté un cercle d'hommes autour de chez moi que j'avais créé, qui fonctionne de façon organique, qui était déjà très très bien et m'apportait. Et pendant ce festival, j'ai vraiment goûté à ce que c'était de la fraternité en fait entre hommes. Déposer les masques,
lâcher cet égrégore de comparaison, de compétition, il ne faut pas pleurer, il faut être fort. Et ça a été magique. Ça a été magique. Ça a été une expérience, une grande expérience de guérison aussi. Là où avant, je pouvais être beaucoup avec des femmes, avec mes amis les plus proches, c'était essentiellement des femmes avec qui je pouvais facilement me déposer dans ma vulnérabilité. Depuis, je le fais de plus en plus avec des hommes et quasiment maintenant plus qu'avec des hommes. Et ça change tout. C'est incroyable. Pour moi, vraiment, c'est oser sa vulnérabilité avec des hommes, c'est une force incroyable. C'est très, très fort. Donc, vous vous retrouvez où? En général, vous faites ça où? Vous faites même en visio ou en présentiel? Non. Alors, ça peut se faire des fois en visio. C'est pas forcément ce que je propose. Moi, j'ai un petit cercle d'hommes autour de chez moi qui se fait de façon organique, où chacun accueille chez soi et propose une thématique. Et après, il y a ce festival au cœur de l'homme que j'ai co-organisé là pendant 2 ans, où pendant 4 jours, on se retrouvait sur un lieu de stage et de résidence en Ardèche. Et il y avait entre 10 et 13 intervenants, des hommes qui proposaient plein d'ateliers différents. Voilà, ça a été vraiment magique, avec des moments où on se retrouvait tous ensemble. Cette aventure, pour moi, elle s'arrête. Et là, je suis en train de créer une formation pour hommes, pour accompagner des hommes. Parce que je vois à quel point les hommes vivent de la souffrance. Ils souffrent, hein. Il y a beaucoup d'hommes qui souffrent en silence. C'est ce que j'allais vous demander. Quelle est la problématique de ces hommes en règle générale? Qu'est-ce qui revient le plus souvent? C'est la solitude. C'est pas d'espace pour pouvoir se déposer. C'est aussi de grandes blessures. Et il n'y a pas que les femmes qui sont blessées par le patriarcat, hein. Les hommes, beaucoup d'hommes en sont blessés aussi. De cette croyance qu'il faut être fort, qu'il ne faut pas pleurer. Et ce que j'entends beaucoup, c'est une grande solitude d'avoir cette croyance qu'il faut être seul, qu'il faut s'en sortir seul, de garder pour soi. C'est vrai qu'on grandit avec ça. Hein. Ah ouais. On se construit avec ça, la plupart du temps, chez les hommes. Voilà. Donc les garçons n'ont pas le droit de pleurer, et les filles n'ont pas le droit d'exprimer leur colère. Je vois ça beaucoup. Donc souvent, les hommes ont beaucoup de difficultés à pleurer, et les femmes ont beaucoup de difficultés à exprimer leur colère. Ce qui fait que dans ces cercles d'hommes, vous devez voir un avant-après conséquent. J'ai eu des retours d'hommes incroyables. Des hommes qui ont partagé que c'était la plus belle expérience de leur vie. Il y a un homme, ça c'est un magnifique exemple. Cette année, au Festival au cœur de l'homme, on a commencé avec un grand cercle. On était 60 hommes. Et il y a un homme qui a osé prendre la parole, un jeune qui lève spontanément la main et dit bon, ça me demande beaucoup de courage, mais je vais le dire. Là, j'ai besoin de partager que de nature, j'ai tendance à beaucoup me mettre dans le coin, de ne pas oser aller vers les autres, de me refermer sur moi-même. Et il a dit tout simplement, voilà, là, si vous me voyez faire ça, je vous invite à venir vers moi et à venir me chercher et à m'amener dans le groupe. Et wow. Voilà. Déjà, rien que le fait de faire la démarche de faire ça, c'est déjà beaucoup. C'est incroyable. C'est déjà incroyable, c'est oser une vulnérabilité. Pour quelqu'un qui est sauf que introverti. Et moi, quand je dis qu'une vulnérabilité est une force, cet exemple il est incroyable, parce que déjà là, il portait quelque chose de lourd. Enfin, pour moi, j'imagine que c'était quelque chose qui doit être pesant pour lui. Donc déjà, en le partageant, il le pose à terre. Il a pu le porter tout seul. Et puis après, il est plus tout seul. Il est soutenu par 60 hommes. On l'a tous applaudi tellement c'était beau, c'était incroyable. Ouais, sûr. Et il a traversé une multitude de choses pendant ce festival. Et il en est ressorti grandi, et il a partagé, après il est sur les réseaux sociaux, il a partagé plein de choses et des témoignages incroyables. Est-ce que on a souvent le raccourci un peu facile de penser qu'un cercle d'hommes, par exemple, un cercle de parole, pour les hommes, c'est, voilà, on se met en cercle, on discute et basta? Il y a plein de façons. En fait, un cercle d'hommes, il n'y a pas de définition exacte de ce que c'est un cercle d'hommes. Il y a des cercles d'hommes qui peuvent être autogérés.
Il y a des cercles d'hommes qui peuvent être animés avec une seule personne qui a un peu, on va dire, un rôle de thérapeute, qui maintient, en fait, qui est garant du cadre. Il y a des pratiques très spécifiques qui peuvent être apportées, des pratiques thérapeutiques. D'autre part, on peut faire du breathwork, du shaking, de la danse, du chant. Et après, dans la plupart, en fait, je dirais le principe de base, c'est quand même d'avoir un cercle de parole, avec thématique ou pas, où les hommes peuvent se déposer, dire ce qu'ils ont sur le cœur, sans être interrompus, d'avoir une écoute autour, sans être jugé, en tout cas sans que le jugement soit explicite, parce que forcément... Il y a du ressenti. On juge tous tout le temps. Bien sûr. Mais voilà, sans que le jugement soit exprimé par les autres, et sans que les autres soient derrière à donner des conseils ou à partager, eux, leur ressenti sur ce qu'il a dit. Une fois que le cercle se termine, inévitablement, on vient de se livrer. Oui. Mais ça veut donc dire qu'en dehors du cercle, les gens peuvent aller se parler et reprendre une vie normale. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire que on peut être là à ce moment-là, soit dans le jugement, soit dans l'interrogation, soit aller voir la personne à la fin du cercle en lui disant « je t'ai entendu, c'est quand même incroyable, et comment, et machin ». Ça peut arriver, ça. Ça peut arriver. Alors, nous, ce qu'on dit, ce qui est dit dans le cercle est dit dans le cercle, et ça reste dans le cercle, et c'est confidentiel. Si on veut en reparler derrière, alors déjà, on n'en parle pas à d'autres personnes qui sont extérieures au cercle. Et si on veut en reparler derrière, s'il y a quelque chose qui nous a touchés, on demande l'autorisation à l'autre. Et si on a envie de donner un conseil, enfin moi, dans le monde de coaching, moi je suis formé par David Laroche, j'adore son approche. Et la première chose qu'on nous fait prendre conscience, c'est qu'on a tous horreur de recevoir des conseils qu'on n'a pas demandés. Donc la première chose, c'est si on a vraiment un conseil à donner à quelqu'un, c'est peut-être lui demander « Ah, j'ai entendu ce que tu as dit. Est-ce que tu me permets un conseil ? Est-ce que tu me permets un conseil Ou un commentaire, ouais. Ouais, mais moi, si intérieurement il y a un conseil qui viendrait, je viendrais forcément à travers les outils de coaching et le questionnement, et m'intéresser au monde de l'autre, et l'amener à trouver les réponses par lui-même. Alors, à quel niveau la somatopathie dans l'approche des cercles d'hommes intervient ? C'est complémentaire. Pour moi, c'est une activité qui travaille aussi sur de l'émotionnel, sur du bien-être. C'est un outil. C'est un outil qui se fait en présentiel, en cabinet. On est sur une table de massage, d'ostéopathe. Donc, c'est très complémentaire. Il y a un travail en groupe qui est incroyable. Il y a un travail individuel qui est incroyable. Il y a un travail, individuel, je veux dire, avec des accompagnants, voilà, thérapeutes ou autres. Puis après, il y a le travail aussi personnel qu'on fait. Tout ça, c'est complémentaire, mais la somatopathie, c'est un outil aussi extraordinaire pour... Je m'aperçois de plus en plus que dès que j'ai les mains sur le corps de quelqu'un et que je discute en même temps, que ça répond en fait. Le corps répond tout de suite. Et parce qu'il y a aussi cette approche corporelle. Et c'est la même idée qu'à Peter Levine, pour sortir du trauma, il faut qu'il y ait tous les ingrédients pour pouvoir sortir de ce figement, la visualisation, les pensées, les sensations, le mouvement. Tout ça, c'est indispensable. Donc avec la somato, on touche, comme avec l'ostéo, c'est la même chose en fait. On touche le corps. On touche le corps. On touche le corps. On touche le corps, mais il n'y a pas ces actions où j'ai amené le patient à se tendre complètement et dire tu prends une grande inspire et d'appuyer fortement. Non. Je vais dans la matière, ça reste, on peut dire, ça peut s'apparenter dans les sensations à un massage qui peut être, voilà, quand même dans la matière. Mais... C'est intéressant parce que effectivement, la première réaction ou notion, première réflexion qu'on peut avoir quand on parle des cercles d'hommes, c'est de se dire non, mais c'est pas pour moi. Ou en tout cas, la deuxième, c'est j'en ai pas besoin. Ouais. Et la troisième, c'est ça va rien m'apporter. Je me suis fait les trois, personnellement. Évidemment, j'imagine. Je me suis fait les trois et
Comment débouter ça? En inspirant. Je pense que c'est ça. Hein. Ça se voit de plus en plus. Il y a de plus en plus d'hommes qui sont touchés, qui entendent ah ouais, t'es allé à un cercle d'hommes, qui tendent une oreille. Et moi, je crois vraiment en notre pouvoir d'inspirer, de s'inspirer les autres, les uns les autres. Pour moi, il y a deux grandes blessures, deux catégories d'hommes blessés, pour être grossier, on va dire. Hein. Il y a ceux qui sont blessés avec leur aspect plus sensible, yin, qui ont besoin de se montrer forts, qui sont beaucoup dans l'action, dans la structure, mais qui ont beaucoup de mal à oser leur vulnérabilité, qui ont du mal à être en contact avec leurs émotions. Puis l'inverse, il y a les hommes qui, au contraire, ont été blessés dans leur masculin, qui ont été blessés dans ce yang et dans la structure, et qui ont beaucoup de facilité à être dans la vulnérabilité, à être dans une spiritualité très haute, mais qui manque d'ancrage. Et ces cercles d'hommes, pour moi, ils sont là pour équilibrer les deux. Et donc, il y a des hommes qui viennent des deux côtés pour goûter à ça, quoi. Et il y a de belles amitiés qui doivent se créer. Il y a des amitiés incroyables. Ben, c'est sûr. Jusqu'à quelques années, j'avais pas de très bons amis hommes. J'avais des amis hommes, des connaissances hommes, mais il n'y avait pas un lien fort comme je peux l'avoir maintenant avec certains hommes que je peux appeler et leur dire en fait là ça va pas, ou qu'est-ce que je suis en train de vivre ça. Juste d'être à l'écoute et dire merci de ton partage, et rien que ça, c'est incroyable. Et ça s'apprend. Et ça s'apprend, ouais. Ça s'apprend, ça se vit, ça s'expérimente. Ouais. Et ça se partage. On va mettre votre site, que j'ai pas d'ailleurs. J'ai pas noté votre site. Si, j'ai noté. Naturasoi. Naturasoi.com. Naturasoi.com. Voilà, exactement, naturasoi.com. Les différentes sessions, ça se fait tous les combien de temps, ça? Sessions pour les cercles? Pour les cercles d'hommes? Ouais. Alors nous, on en a un mensuel autour de chez moi. C'est un tout petit. Hein. Et là, en début de l'année, il y a une formation qui va se lancer pour les hommes. Un accompagnement sur 9 mois pour devenir facilitateur d'espace. Et ça au-delà d'une formation, ça va être déjà un parcours de transformation personnelle incroyable, parce qu'il y aura en même temps 3 retraites en présentiel, un suivi individuel, des modules de formation théorique sur le système nerveux, les traumas, la respiration, la relation dans le couple, la sexualité, la communication. C'est complet. Ça va être hyper complet. C'est ce que j'aurais rêvé avoir il y a quelques années. À une certaine époque. Ouais. Vous avez construit votre modèle idéal. C'est ça. D'accompagnement. On va donc mettre autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact évidemment avec Joris. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, de cet échange? Qu'il faut repasser à travers le corps. Ça, j'adore. Moi, c'est une des bases. C'est faire un travail vraiment complet. Moi, j'aime bien cette image-là. Toutes les personnes que j'accompagne, il y a cet arbre de vie là. Il y a les racines, c'est cet ancrage, c'est nos traumas, c'est comment je viens travailler sur cet enracinement en travaillant sur l'émotionnel, le trauma, la sécurité, réguler le système nerveux. Et les racines, ça a la même forme que notre système nerveux. Le tronc, il y a les 3 piliers du tronc. Le mouvement, l'activité physique, c'est hyper important. Ça sort du figement. Et il n'y a pas besoin que ça soit extrême, un truc tout doux. L'alimentation et le repos, voilà les clés de ce tronc-là. C'est le combo idéal. Et enfin, les branches, voilà, l'arbre, il aspire quoi? Il aspire à la lumière. Ça, c'est notre connexion à quelque chose qui est plus grand que nous, à ce soleil, à ce divin, à ce cosmos. Et c'est ce qui nous donne de l'énergie, en fait. Et c'est pour ça que j'accompagne les personnes qui ont envie d'oser entreprendre leur projet de cœur, parce que c'est ça qui va leur donner l'énergie d'aller vers l'avant, quoi. Et c'est dans cette forme d'affirmation de qui on est à travers notre art, à travers notre génie, qu'on arrive à transformer vraiment nos blessures et se sentir vivant, mais pleinement vivant dans le corps. Vous l'êtes? De plus en plus. Et vous aspirez à le partager? J'adore ça. C'est une joie. C'est une joie que, à la fin d'un cours de yoga, d'une retraite, de voir ces personnes qui sont remplies, en fait, qui sont pleines. C'est un véritable cadeau, ouais.
Merci en tout cas pour cet échange. Merci infiniment. Merci Avec pour joie. ce parcours et avoir aussi l'honnêteté de cette mise à nu, si je puis dire, parce que parler évidemment de soi, c'est pas toujours simple, c'est pas un exercice évident. Ça fait énormément de bien. Et puis maintenant, comme je dis, c'est un cadeau. Donc, Voilà. Et vous allez pouvoir, bien entendu, commenter et partager. Merci Joris, bon courage. Rentrez bien chez vous parce que vous êtes bien mieux là où vous êtes ouais. qu'ici. Ça doit être une transition terrible. Hein. Et ben, en arrivant à Paris, ça faisait je sais pas combien d'années que j'avais. Je pense que la dernière fois que j'étais allé dans une grande ville, c'était New Delhi en 2019. Et en arrivant à Paris, je me suis dit, j'ai l'impression d'être un Indien dans la ville. Sauf que j'avais pas mon arc et, Ouais, et mes flèches pour chasser du pigeon. Mais c'est intense pour le système nerveux. Hein. C'est sûr. C'est intense pour le système nerveux. Et je me suis aperçu du coup de tous les comportements de fuite. Ça sent beaucoup la cigarette dans les rues, donc la cigarette et les écrans dans le métro. Je regardais une chose hyper importante. On a besoin d'être guéri dans la relation. Et je cherchais un peu les personnes du regard dans le métro. Tout le monde est rivé sur son téléphone. Ou dans le vide. Ouais, c'est vrai. Mais il n'y a pas de regard entre les personnes, de relation et de lien. C'est vrai. Et c'est ça qui nous manque le plus, en fait, au fond, c'est ça. On a été tous blessés, tous, mais vraiment tous, à un moment donné dans la relation. Et on a besoin d'être guéris dans la relation. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être accompagné et que tout seul, ça ne marche pas. Merci Joris. Avec joie. Merci infiniment. Vous commentez donc, vous partagez bien entendu. On se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. À très vite.